17 août 2015 à 18h55. Une explosion secoue le cœur de Bangkok. En quelques secondes, le sanctuaire d'Erawan devient une scène de guerre. 20 personnes sont tuées, plus de 120 sont blessées. Pendant plusieurs jours, personne ne sait qui a frappé. Et la Thaïlande retient son souffle. Et si vous demandez pourquoi il y a toujours autant de monde au sanctuaire d'Erawan, c'est tout simplement parce qu'il est considéré comme l'un des lieux les plus sacrés et les plus populaires de Bangkok. Chaque jour, des milliers de Thaïlandais et de touristes y viennent pour prier. Ils demandent la réussite, de l'argent, un nouvel emploi ou bien l'amour ou la santé. Beaucoup sont convaincus que les vœux sont exaucés. Et si c'est le cas, ils reviennent pour refaire une offrande. Ça va être des fleurs, de l'argent, de l'encens bien entendu. Si on ajoute cela à son emplacement, parce que c'est vraiment au cœur de Bangkok, juste en face de Central World, à côté de Siam, on est très proche du quartier des affaires également, et bien vous obtenez l'un des endroits les plus fréquentés de Bangkok. Bangkok, 17 août 2015. Aux alentours de 18h40, on voit un homme se diriger dans le sanctuaire avec son sac à dos. Il s'assoit comme si de rien n'était. On le voit utiliser son téléphone. คือผมมองว่าไอ้จอมันเล็กลงมันจะชัดขึ้นนี่จอมันใหญ่แล้วมันแตกเส้นแตกเลย นั่งแล้วค่ะนั่งแล้วค่ะ Il enlève son sac à dos. ปลดเป้แล้วเนี่ยปลดเป้แล้ว โอ้หลุมเกิดตรงนั้นจริงๆ แล้วมันก็ใช่แล้วมันก็ถือถุ เกิด ง ตรงนั้นเลย มันก็มีถุงเล็กๆของมัน ถุงสีฟ้าใช่ไหม ตอนนี้ครูโทรศัพท์ คุยโทรศัพท์ใช่ไหม คิดว่าไหว กำลังกดหรือเปล่าคะกดที่จะระเบิดอะ เฮ้ยกดระเบิดเนี่ย ไม่ค่ะเนี่ย เดินออกมา Et il repart sans son sac. เดินออกมาวนตรงตู้ก่อน1 ทีนะ ดูได้เสื้อหน้าอกเสื้อ มันเหมือนไม่ใช่อ๋อ โอเคเลี้ยวออกมาแล้วสีเขียวอ่ะ สีเหลือง สีเหลือง Là, et c'est à ce moment-là que le cauchemar en Thaïlande commence. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aura 20 morts et plus de 120 blessés. Concernant les nationalités, il y a aussi bien des Thaïlandais que des étrangers. Et juste après cette explosion, c'est la panique. Tout plein d'ambulances arrivent en balle. Pour vous rappeler, le sanctuaire, il se trouve à environ 1 km d'un hôpital. Un des plus grands hôpitaux de Bangkok, le Chulalongkorn. Donc les ambulances arrivent extrêmement vite. La police également, ils décident de boucler le quartier. Et très rapidement, avec le nombre de victimes et de blessés, l'hôpital est très vite surchargé. Le mot urgence prend tout son sens. À ce moment-là, tous les programmes télé sont coupés. กราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับจากกรณีที่มีเหตุการณ์ระเบิดขึ้นที่บริเวณแยกราชประสงค์กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 19 นาฬิกาเศษๆนะครับ Il va annoncer un attentat et exceptionnellement le lendemain, il décide de fermer les bureaux administratifs mais également les écoles. Et le lendemain, justement, à la réouverture de la bourse, le baht a perdu énormément de sa valeur face au dollar. Certains disent jusqu'à 7%. Et bien entendu, le tourisme est très inquiété. Ils ont peur que cet événement ralentisse totalement le tourisme en Thaïlande. Pour en revenir aux victimes, l'État a décidé de leur venir en aide. Déjà pour les soins, elles seront prises en charge 100% par l'État, mais également ils auront le droit à une compensation financière. Et pour les personnes malheureusement décédées, cette compensation sera reversée à leur famille. On est toujours le lendemain, on est le 18 août 2015. Et à ce moment-là, quand la plupart des gens sont passés à autre chose, ils retournent au travail, même s'ils ont encore la peur au ventre, un nouvel attentat arrive à Bangkok. Cette fois, c'est à Sathorn Pier. On est à peu près 4 km du premier attentat. On est juste en dessous de Sapran Taksin. Là, on va prendre le bateau pour traverser la rive, pour aller à Icon Siam par exemple, même si à cette époque-là, ça n'existait pas, mais aussi pour aller du côté d'Asiatique ou dans d'autres endroits. Enfin bref, à Sathorn Pier, une bombe éclate dans l'eau. À ce moment-là, on ne sait pas trop si c'est une bombe ou une grenade, et si elle était déjà posée sous l'eau, ou bien quelqu'un l'a jetée du pont. Fort heureusement, pas de victimes, pas de blessés. Et c'est très rapidement que la police se rend sur place et décide de fouiller tout le fleuve et ce qu'il y a aux alentours, pour retrouver des indices et la bombe ou la grenade.
Donc pour résumer, en 2 jours, 2 attentats. Le premier à Erawan, le deuxième à quelques kilomètres de là, à Satanpia. Et à cause de ça, la peur s'installe dans toute la Thaïlande. Tout le monde a peur qu'il y aura d'autres attaques et que ça affecte le tourisme en Thaïlande. On est 36 heures après le premier attentat. Donc on est mercredi 19 août 2015. L'État et les habitants ne veulent pas vivre dans la peur, ils veulent reprendre le contrôle. Et c'est pour cette raison qu'ils décident de réouvrir le sanctuaire d'Erawan. Que ce soit le soir ou en journée, vous avez toujours des milliers de passages, des centaines et milliers de personnes s'y rendent pour rendre hommage aux victimes. Les gens y viennent déposer des fleurs, des bougies et bien entendu prier. Et à ce moment-là, c'est une immense chasse à l'homme qui commence. Alors au début, il y a plein de rumeurs sur cet attentat. Il y en a qui disent que c'est pour déstabiliser le gouvernement. Parce que je vous rappelle, on est en 2015 et le dernier coup d'État date de mai 2014. Et bien entendu, à ce moment-là, c'est encore très tendu politiquement en Thaïlande. Des rumeurs disent que c'est des terroristes internationaux, qu'ils ont des choses à revendiquer. Mais personne ne sait encore vraiment qui sont derrière tout ça. En tout cas, durant leur recherche, ils ont pu récupérer les images de vidéosurveillance et ils ont remarqué 2 choses importantes. Déjà, ils ont trouvé l'homme qui a déposé le sac à dos qui a explosé. Ensuite, au tout début, ils pensaient que les 2 personnes qui se trouvaient à côté de lui étaient des complices, mais plus tard, durant les recherches, ils ont pu voir qu'ils étaient totalement innocents, c'était des victimes comme les autres. Autre chose importante, quand il était au téléphone, ils ont vu qu'il parlait dans une langue étrangère. Donc déjà, c'est pas un Thaïlandais. Ça écarte les possibilités de conflits politiques. Une chose aussi très importante, c'est qu'ils ne parlent pas anglais. À ce moment-là, ils n'ont pas réussi à déterminer la langue qu'ils parlaient, mais grâce à ces informations, ils ont pu énormément avancer dans l'enquête. Grâce aux vidéosurveillances, ils ont pu créer un portrait robot. Wana est la femme qui a loué la maison aux appartements Mimuna, dans le quartier Minburi. Et cet homme est souvent venu et a séjourné là. On peut voir un homme avec des traits asiatiques et on voit également une femme voilée. Il est affiché partout dans le pays. Bien entendu, à cette époque-là, en 2014-2015, il y a très régulièrement les programmes télé qui sont coupés pour l'intervention du gouvernement, pour dire comment ça se passe, etc. Et à ce moment-là, dans toutes les coupures télé, ils parlent de l'attentat, de l'avancée de l'enquête et surtout ils montrent le portrait robot du terroriste. Ce sont les 2 portraits robots auxquels ils recherchent activement. La Thaïlande dispose également très rapidement de l'aide d'Interpol. À ce moment-là, ils ne savent pas exactement le mobile de l'attentat. Pour eux, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas la thèse du conflit politique, mais est-ce un problème de terrorisme international? Est-ce un problème avec le sud de la Thaïlande? Parce que, pour rappel, à ce moment-là, c'était très tendu avec l'extrême sud de la Thaïlande, plus que maintenant, ou est-ce le crime organisé ou autre chose? Via l'aide d'Interpol, comme je vous disais, la thèse d'une organisation de terrorisme international est très vite écartée également. 29 août 2025, soit 12 jours après l'attentat meurtrier, l'enquête connaît enfin une avancée majeure. La police a arrêté un homme de 28 ans dans un petit appartement en banlieue de Bangkok, dans le quartier de Nong Chok, qui est dans le nord-est de Bangkok, au sud de l'aéroport. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent du matériel pour créer des explosifs, des détonateurs, des billes métalliques, ainsi que plusieurs passeports dont certains sont de faux passeports. Ils y trouvent notamment un passeport turc. Alors pour rappel, détenir la citoyenneté, donc le passeport turc, c'est quelque chose d'extrêmement simple si vous avez de l'argent et ça peut aller très vite. Donc ça ne confirme pas qu'il est de cette nationalité. En tout cas, la police estime très rapidement qu'il n'a pas agi seul, mais qu'il fait bien partie d'un réseau lié à l'attentat d'Erawan, mais également au second attentat à Satanpia. À ce stade, la police ne confirme pas que c'est l'homme en jaune qu'on voit sur les caméras de surveillance. En revanche, la police affirme qu'il est directement lié aux attentats. Ça, c'est une chose certaine. Et cette arrestation montre un véritable tournant lors de l'enquête, qui semblait jusqu'à présent être une impasse. 1er septembre 2015, soit 3 jours après la première arrestation. Les autorités annoncent qu'ils ont arrêté un second suspect. L'homme a été arrêté à la province de Sa Kaeo, qui est en Isan, dans l'est de Thaïlande, tout proche de la frontière du Cambodge, alors qu'il était soupçonné de vouloir quitter illégalement le territoire. À ce stade, le gouvernement confirme uniquement qu'il s'agit d'un ressortissant étranger, sans révéler immédiatement son identité. Mais cette nouvelle arrestation renforce la conviction que l'attentat n'a pas été commis par un seul individu, mais bien par un réseau organisé. Et dans le même temps, la police élargit son enquête et émet des mandats d'arrêt contre d'autres personnes soupçonnées d'avoir aidé le groupe.
notamment une femme thaïlandaise. Et les enquêteurs s'intéressent également à une connexion avec notamment la Turquie, parce que lui aussi détenait un passeport turc. Mais à ce moment-là, au 1er septembre 2015, le mobile exact de l'attentat reste inconnu. En tout cas, en Thaïlande, tout s'enchaîne. On est le 26 septembre 2015. Après l'arrestation des 2 suspects, la police décide de faire une reconstitution de l'attentat. Les suspects sont bien entendu menottés. L'un d'eux, qui est suspecté être l'homme habillé en jaune, est habillé de nouveau en jaune pour la reconstitution. Il lui demande de refaire exactement ce qui s'est passé lors du 17 août dernier. Alors il faut savoir qu'en Thaïlande, lorsque c'est des très grosses affaires comme ça, c'est très souvent qu'ils vont faire des reconstitutions devant les médias pour montrer qu'ils travaillent activement sur l'affaire, mais également pour dissuader les gens qui auraient de mauvaises intentions. Aujourd'hui, en 2026, soit 11 ans après, tout reste un peu flou. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les 2 hommes qui ont été arrêtés seraient des Ouïghours, donc d'origine chinoise, et la thèse la plus probable serait qu'ils souhaitaient se venger par rapport à un problème politique lié à la Thaïlande. En fait, la Thaïlande serait liée à un renvoi de 100 Ouïghours qui étaient en Thaïlande directement vers la Chine, et ça quelques semaines avant l'attentat. Mais attention, point très important, rien n'a été confirmé à 100%, car les personnes arrêtées ne veulent pas parler. Il reste encore aujourd'hui beaucoup de zones d'ombre sur cette affaire. Quoi qu'il en soit, comme vous vous en doutez, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le procès était interminable. Mais c'est très souvent dans ce genre d'affaires. C'est un très long procès, il y a eu énormément de reports. Là, je vais vous montrer l'arrivée des suspects au tribunal, mais ces images-là, elles datent de 2015, donc il y a 11 ans. C'est exactement le 11 juin 2026, à un tribunal de Bangkok où ils condamnent les 2 suspects à la peine de mort. Les juges estiment qu'il y a eu suffisamment de preuves pour les inculper coupables lors de ce procès. Et comme je vous disais, les 2 hommes ne parlent pas. Ils ont toujours nié leur implication dans cette affaire. Mais attention, c'est pas totalement fini, parce qu'avec leur avocat, ils décident de faire appel. Donc ça reste une étape très importante de cette affaire, parce qu'ils ont finalement été jugés 11 ans après, mais elle n'est pas totalement terminée parce qu'il va falloir attendre de ce nouvel appel. Et cette affaire-là reste sûrement le procès le plus long et le plus médiatisé de Thaïlande. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de questions qui restent sans réponse. Toujours plus de 11 ans après les faits, aujourd'hui, le sanctuaire d'Erawan est redevenu ce qu'il était avant. Ça reste un endroit très populaire avec énormément de gens qui viennent prier, faire des offrandes et des demandes, aussi bien des Thaïlandais que des étrangers. Et personnellement, je suis sûr que la plupart des gens qui y vont pour prier ne savent même pas ce qui s'est passé le 17 août 2015. Et je pense que pour beaucoup de Thaïlandais, cette affaire, elle est vraiment dans un coin de leur tête. Mais si vous sortez la date au hasard comme ça, qu'est-ce qui est passé le 17 août 2015 en Thaïlande? Il y a très peu de chances que ça soit la première chose qui leur vient à l'esprit. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire déjà si vous connaissez cette histoire, ce que vous avez pensé également de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, c'est très important. Si vous souhaitez apprendre le thaï, j'ai créé une formation complète. Je vous mets le lien dans la description, comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment. Et si vous avez des questions sur la Thaïlande, j'ai créé des appels personnalisés. Enfin bref, tout est dans la description, je vous laisse regarder tout ça. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram. Je mets du contenu différent de ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao.